Bonjour chers téléspectateurs, très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la santé. La santé, nous restons toujours dans l'actualité, c'est la Covid-19. Covid-19, aujourd'hui nous voulons un peu réfléchir. Vous savez, même le chef de l'État compte sur nos prestataires de soins parce qu'ils ont aussi un mot à dire. Il y a d'autres qui continuent à réfléchir. Les cas de notre invité aujourd'hui, il s'agit du docteur Patrick Boloko-May. Il est anesthésiste réanimateur. Pour votre information, il preste dans une institution hospitalière ici de la place et il assume la fonction du secrétaire exécutif provincial du SINAMEL, ville de Kinshasa. En d'autres termes, c'est le premier défenseur des syndiqués du SINAMEL. Bonjour docteur. Bonjour Michel. Très content de vous savoir sur ce plateau. D'abord, ce concept des animateurs, anesthésistes réanimateurs. Pourquoi vous avez opté pour cette spécialité? Merci beaucoup Michel. Il faut dire que ça faisait une décennie déjà comme nous étions comme médecins. Nous prestions dans des structures de l'État et privées. Durant notre parcours, nous avons assumé des fonctions de médecin traitant, médecin chef de staff, médecin directeur également. Et dans la pratique, nous avons eu à réaliser des interventions chirurgicales chez des patientes, des patients. Et même, nous avons constaté qu'il y avait toujours un problème dans la prise en charge des pathologies réanimatoires qui exigeaient une réanimation. Ce qui nous a motivés de nous inscrire encore comme assistants à l'université de Kinshasa, clinique universitaire, où nous avons passé un temps comme assistant et après un certain moment, nous avons pu nous déplacer pour continuer nos études en France, où nous avons été à l'université de Tours et nous avions presté à l'hôpital Louis Pasteur de Chartres comme interne. Et durant notre séjour également en France, nous avons été à l'université de Montpellier, où nous avons pu décrocher un diplôme de technique de soins en réanimation et aux soins intensifs. Alors, docteur, vous venez de nous présenter une étude dernièrement aux cliniques universitaires de Kinshasa. Oui. À quoi consiste, comment s'intitule d'abord votre étude? Notre étude, c'est les facteurs prédicteurs du recours à l'intubation chez des patients admis en réanimation pour pneumonie à Covid-19. Quelle est la raison qui vous a poussé à opter pour ce sujet? Pour répondre à cette question, qu'il faille d'abord essayer de voir qu'est-ce que la Covid et quelles sont les complications qu'on peut avoir à la Covid. Les études nous renseignent que la principale cause de mortalité chez les patients Covid est une insuffisance respiratoire liée à un syndrome de détresse respiratoire aiguë qui nécessite une ventilation mécanique. Excusez-moi, ce sont des termes tellement scientifiques. Oui, je ferai de mon mieux pour vous interrompre de temps en temps quand il y aura des termes trop scientifiques. Oui. C'est vrai, cette émission aussi, nous sommes en train de présenter aussi pour d'autres médecins qui peuvent aussi bénéficier des fruits de cette étude. Allez-y. Merci beaucoup. C'est-à-dire, je disais que la principale complication, la principale cause de mortalité était liée à cette complication-là, qui est une insuffisance respiratoire liée à un syndrome de détresse respiratoire aiguë qui nécessite les recours à une intubation et à une mise sous machine. Je serai vraiment plus pratique lors de cette émission en évoquant quelques chiffres et quelques études qui ont été menées également. Les récentes publications nous renseignent que 5% des patients qui font la Covid nécessitent des soins de réanimation en soins intensifs. 80% d'entre eux ont nécessité les recours à l'intubation. Notez par exemple, à titre exemplatif, vous avez aux États-Unis, 28% de patients admis en réanimation pour Covid-19 ont été intubés. Cette proportion était de 12% en Chine. Il y a eu plus des explications physiopathologiques sur ça, mais les études sur les facteurs qui induisaient ou qui concouraient au fait qu'il y ait cette intubation sont rares.
Il y a eu des études en Italie, en Lombardie, des études en France, des études aux États-Unis, mais qui sont tellement rares que l'identification de ces facteurs posait un problème. Ça vous interrompt, vous allez continuer, mais de temps en temps, vous allez revenir pour parler des intubations. Alors, j'aimerais que vous puissiez expliquer à nos téléspectateurs, en termes clairs et simples, c'est quoi quand on parle d'intubation? Ah, ok, excusez-moi. L'intubation n'est qu'une procédure qui se réalise en anesthésie, en réanimation et dans les services des urgences, qui consiste à placer un tube permettant ainsi qu'on puisse oxygéner la personne avec un respirateur. Je l'ai dit dans des termes tellement simples pour que combien des mortels puissent comprendre. C'est-à-dire, c'est une procédure qui se fait sous anesthésie, la personne, le malade est anesthésié, on lui passe un tube à l'aide d'un laryngoscope, et vous avez un tube qui peut se faire soit en orotrachéal par la bouche ou en nasotrachéal par le nez. Et c'est là, ces tubes-là passent au niveau du trachée et permet à ce que l'on puisse passer directement l'oxygène du respirateur jusqu'au niveau du poumon. Comme vous le savez, lorsqu'il y a eu la Covid en début de l'année passée, c'est-à-dire en mars. C'est ce qui justifie au début, tout le monde parlait des aspirateurs. Des respirateurs. Des respirateurs, il n'y en a pas de respirateurs. Ok, c'est pour cela que je voulais en revenir. En son temps, je salue les ministres techniques que nous avons vus à l'époque pour lui faire voir l'importance des réanimateurs dans la chaîne des prises en charge de la Covid. Évidemment, je voulais aussi savoir l'apport des réanimateurs. Ok, je répondrai à ces deux questions directement, c'est-à-dire il y a eu des respirateurs. On s'est posé la question parce que on savait que la plus grande complication, c'était cette détresse respiratoire aiguë qu'on appelle SDRA, qui exigerait, si c'est grave, à la personne de pouvoir avoir besoin de l'oxygène à l'aide de cette machine-là. Vous comprenez? À l'époque, on se posait la question, on se disait non, il faut facto la personne qui avait la Covid pourrait directement faire l'insuffisance respiratoire et exigerait ces machines-là. Et aujourd'hui, on a compris que non, ce n'est pas toutes les formes, tous les patients qui feront la Covid grave ou des formes graves de Covid. Il y en a certains qui sont asymptomatiques, d'autres même à l'aide juste de l'oxygénation simple peut être améliorée. Et il y a d'autres qui nécessitent les recours à l'intubation ou la mise sous machine. Et l'importance des réanimateurs, c'est vrai. Les réanimateurs sont importants dans la prise en charge de patients Covid, pas seulement de formes modérées. Il faut que dans la chaîne de la prise en charge de patients Covid, qu'il y ait des réanimateurs qui peuvent, eux, détecter des insuffisances respiratoires ou d'autres défaillances afin de pouvoir agir directement, comme on l'a dit, tôt on prend en charge, mieux ça vaut. Voyez-vous? Je ne sais pas si j'ai répondu à... Tout à fait. Ouais, merci beaucoup. Tout à fait. Alors, docteur, qu'entendez-vous par facteur prédictif à l'intubation? De qui s'agit exactement? Merci beaucoup. Les facteurs prédictifs de l'intubation, des recours à l'intubation, le sujet de notre étude, nous disons quels sont les prédicteurs du recours à l'intubation. Là, j'aimerais vraiment, même pour d'autres prestataires qui sont en train de nous suivre, que la population puisse comprendre un peu la quintessence de cette étude. Ok. Et surtout à des termes très simples. Merci beaucoup à des termes très simples. Comme vous l'avez dit, c'est récemment que nous avons présenté cette étude à l'université de Kinshasa, aux cliniques universitaires. Nous nous sommes posé la question. Pourquoi les patients Covid, certains nécessiteraient une intubation, un recours à la ventilation mécanique et d'autres pas? Pourquoi? Nous avons mené une étude en français statistique, on appellerait une cohorte monocentrique, c'est-à-dire une étude réalisée dans un centre de la place qui nous a permis d'avoir près de 219 patients. Et parmi lesquels, il y a eu 53 qui ont été intubés et 166 qui n'ont pas été intubés. Et nous nous sommes posé la question, pourquoi les 53 seraient intubés et d'autres pas? Et nous sommes revenus pour voir quels sont les facteurs que ces patients-là avaient à leur admission déjà. Ça pouvait être des facteurs sociaux, des éléments sociodémographiques, des éléments cliniques, c'est-à-dire sociodémographiques, l'âge, le sexe, la race. Clinique, c'est les plaintes que présentent les patients, la fièvre, la dyspnée, les frissons, la toux, tout ça, ou bien l'asthénie physique, les courbatures,
Et d'autres facteurs peuvent être les comorbidités, c'est-à-dire les antécédents du patient. Est-ce c'est le diabète? Est-ce c'est les MRC, c'est-à-dire les maladies rénales chroniques? Est-ce c'est l'hypertension artérielle? Est-ce que c'est l'asthme? Lorsque le patient arrive, tous ces éléments ont été recueillis, c'est-à-dire du point de vue clinique, du point de vue de ses antécédents également. Et après l'examen physique, on l'examine. Et la personne également réalise ce qu'on appelle un scanner thoracique. Et au départ, s'il n'y a pas de contre-indication, nous faisions un scanner thoracique injecté pour également exclure une embolie pulmonaire. Maintenant, nous avons vu quels sont les facteurs qui ont pu être détectés pour voir que ceux-là avaient la Covid ou pas. Et nous avons utilisé les analyses univariées, multivariées et une régression qu'on appelle en français statistique, une régression de Cox pour avoir ces facteurs-là. Et je vais directement chuter par ces facteurs. Nous avons pu, dans nos résultats, noter l'âge. L'âge supérieur à 60 exposé par 1,25 le risque d'être intubé. C'est-à-dire les patients qui avaient l'âge supérieur à 60 avaient été le plus intubés et avaient recouru à la ventilation mécanique, à la mise sous respirateur. Le patient qui avait un index, on appelle index ROX, c'est un nouveau concept pour beaucoup, c'est un évaluateur d'une oxygénation. C'est-à-dire quoi? La personne qui arrive, il est malade, il est à la maison, il sent qu'il a besoin de respirer. Michel, moi et toi, nous respirons. Mais tu ne te rends pas compte que tu respires, parce que la respiration, elle est inconsciente. Parce qu'on n'est pas malade. Oui, lorsque tu seras conscient de ta respiration, c'est-à-dire tu auras une difficulté à respirer. Là, il y a un problème. Il y a un problème. Et je t'inviterai à aller directement à l'hôpital. Si nous avons des patients, en fait, de la population qui nous suit, il y a quelqu'un qui sent qu'il a besoin de respirer, je t'invite à aller directement à l'hôpital et consulter. Et la personne qui a du mal à respirer... Il y a des gens qui parlent de l'étouffement. Oui, c'est la façon dont la personne rend la chose. Il peut dire que je suis étouffé, ou j'ai des essoufflements, tout ça, mais ça peut être une dyspnée, une difficulté à respirer. Ou bien quelqu'un qui respire rapidement, c'est-à-dire... Il a besoin d'oxygène, c'est déjà un problème. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Lorsque la personne arrive, je parle de l'index ROX, il arrive, on constate qu'au niveau de son doigt, on met un capteur qu'on appelle un saturomètre. Au niveau de l'écran, nous remarquons qu'il ne sature pas bien. La saturation normale, ça peut être au-delà de 92 à 100%. Il est en deçà, il n'arrive pas. Même à 88, même d'autres même à 50, même à 75. On fait maintenant un examen de laboratoire. Au niveau de l'artère radiale, on ponctionne bien au niveau de l'artère fémorale, on fait ce qu'on appelle une gazométrie. J'aimerais qu'on puisse comprendre parce que l'RDC, c'est un pays qui doit être émergent, qui doit aller de l'avant et avoir toutes ces données, tous les matériels. Gazométrie, c'est avec des automates, des iStat, on fait un examen pour voir l'oxygène dans les sangs. Ça doit être de 80 à 100 mm de mercure. C'est un bon indicateur que l'oxygène passe bien dans les sangs. Si cela est en deçà, on dit que cette personne est hypoxique. Il a besoin de l'oxygène. On lui met de l'oxygène. Ça peut être juste avec des lunettes, c'est-à-dire des petits tuyaux dans les narines, on fait passer de l'oxygène. Si avec ça, on n'arrive pas, on peut aller avec des masques à haute concentration, c'est-à-dire un masque avec un réservoir. Et si ça n'arrive pas, actuellement, il y a des structures... Quand vous dites ça n'arrive pas... C'est-à-dire on n'arrive pas à améliorer l'état. Okay. C'est-à-dire la personne est toujours dyspnéique, est toujours polypnéique, il a besoin de l'oxygène, il respire rapidement ou il respire rapidement, tout ça. Il a encore besoin de l'oxygène. On évalue maintenant. Ou mieux, il commence à bien respirer. L'index ROX, c'est quoi? C'est après 12 heures de cette oxygénation, après d'abord 2 heures, 6 heures, 12 heures selon la littérature, et nous l'avons calculé à 12 heures de l'oxygénation, pour voir l'efficacité de notre mise sous oxygène, c'est-à-dire sous une oxygénothérapie.
sans invasive, sans intubation d'abord. Si cet index ROX est supérieur à 4,88, c'est une titre scientifique, hein, on dit qu'on est efficace. Là, c'est propre aux médecins. C'est propre aux médecins. C'est propre aux médecins. J'aimerais qu'on puisse comprendre ça. Oui, c'est pour que les médecins doivent savoir ça pour mieux évaluer. Nous avons aussi ce devoir-là de former. Ça, c'est la formation continue. Nous sommes éducateurs, nous sommes enseignants, c'est comme ça. C'est-à-dire, à ce moment-là, il faudrait, on évalue l'index ROX par la saturation en oxygène que la personne aura. Nous, on l'a fait à 12 heures de l'oxygénothérapie. On prend l'FiO2, c'est-à-dire les débits de l'oxygène qu'on lui donne, et on prend également la fréquence respiratoire qu'il a après 12 heures. Si ces rapports-là, saturation, FiO2, les débits qu'on donne, et la fréquence respiratoire est supérieur à 4,88, on dit qu'on est efficace. Mais quand c'est inférieur, après 12 heures de l'oxygénation, inférieur à 4,88, on dit qu'on est inefficace, donc il y a échec de cette oxygénation non invasive. À ce moment-là, nous avons constaté que tous les patients, la plupart plutôt des patients, qui avaient cet index ROX inférieur à 4,88 ont été, en fait, nous avons recouru à l'intubation pour ces patients-là. Le troisième facteur prédictif, c'était le profil H, le phénotype H, qui est aussi un élément nouveau pour beaucoup. Il y a des scientifiques en Europe, je citerai un grand scientifique, Gattinoni, qui a également décrit cela, le profil H au niveau, c'est la compliance pulmonaire qui peut se voir également des lésions au niveau scanographique. Lorsque les patients avaient ce profil H, la plupart ont été intubés. À part le profil H, nous avons eu la non-prise des corticoïdes. La plus grande étude qui a été menée également, Recovery, a démontré que l'utilisation des corticoïdes réduirait les risques de pouvoir intuber les patients ou les patients puissent faire des formes graves. Ce qui fait que les patients qui n'ont pas, ou chez qui on n'avait pas fait la corticothérapie, la plupart étaient intubés. Le dernier élément que nous avons eu à trouver, c'était la race noire. La race noire protégerait de l'intubation versus la race blanche et la race jaune dans notre étude. Vous me poserez la question, comment la race noire protège? Moi, je pense que ce sont des études, c'est ouvert. Et nous sommes en train de mener encore cette étude-là pour voir les éléments. Donc, je lance l'appel à d'autres scientifiques, aux réanimateurs, aux urgentistes, d'aller plus loin pour voir. Les résultats de notre étude sont déjà là, nous sommes en train de publier ça. Pourquoi la race noire protégerait plus à pouvoir réaliser, à pouvoir avoir recours à l'intubation? Mais j'allais aussi savoir, mais maintenant là, à quel moment devons-nous recourir à l'intubation pour la prise en charge de malades? Merci beaucoup. Les recours à l'intubation. Je tiens à vous rappeler que les images que vous êtes en train de voir, c'était à l'université de Kinshasa, j'allais dire. Ah oui, lors de notre présentation de l'étude de notre défense, oui. Et c'était vraiment avec succès, nous étions là, c'est ce que nous sommes en train de vous illustrer. Oui, docteur. Les recours à la prise en charge avec l'intubation. Les recours à l'intubation, quand est-ce qu'on peut recourir à l'intubation? Je l'ai dit ici, le patient qui arrive n'est pas intubé, mais il est peut-être hypoxique, donc c'est-à-dire le taux d'oxygène est bas. On lui met des lunettes nasales, par exemple. On n'arrive pas à résoudre, ou bien la personne n'est pas améliorée. On lui place le masque à haute concentration. Rien du tout. On va jusqu'à mettre un autre dispositif qui a aujourd'hui dans notre pays, même aux cliniques universitaires, il y en a, dans d'autres structures de la place également, il y en a. On lui place l'Optiflow, par exemple. On n'arrive pas à améliorer la personne. À ce moment-là, la personne peut se fatiguer, peut devenir plus dyspnéique et même, comme vous le savez, l'oxygène n'arrive pas au niveau du cerveau, il peut même fléchir son état de conscience, ça sera encore une indication. Il peut faire un arrêt cardiaque hypoxique, un arrêt cardiaque sur une hypoxie. Et pour ne pas arriver à ça, le médecin réanimateur qui est présent dans le service peut constater que non, la personne, il y a un échec d'une oxygénation ou oxygénothérapie à haut débit ou oxygénothérapie non invasive. Maintenant, les réanimateurs décident à ce moment-là de passer à l'intubation
et à la mise sous machine. Et j'ai expliqué la procédure de l'intubation, comment cela se réalise, avec une anesthésie, on place le tube, on met la personne, on l'endort. C'est-à-dire on les met à un coma artificiel, lui permettant dans un premier temps de supporter la machine. Et c'est après qu'on va constater si la personne s'améliore, on peut diminuer la sédation, le fait de le mettre sous un coma et voir comment réduire et même l'extuber après. Alors docteur, est-ce que cette technique de prise en charge du patient Covid est une réponse au protocole national appliqué par la commission, peut-être la commission de prise en charge médicale du secrétariat technique à la riposte? Oui, l'intubation est dans le protocole, c'est-à-dire lorsque le cas est grave et critique, pour continuer la prise en charge, lorsqu'on ne sait pas résoudre ces problèmes avec l'oxygénation non évasive, on passe à l'intubation. Est-ce que le retombé de ce travail est déjà d'application dans notre pays? Oui, c'est-à-dire nous avons présenté aux cliniques et les professeurs, les éminents professeurs qui ont été là, ils ont témoigné, ils ont apprécié, et même déjà dans d'autres structures, on sait aujourd'hui, devant tel facteur, on peut déjà, parce que je ne vous ai pas dit, il y a une semaine, une étude menée en France a expliqué, a noté plutôt, que les intubations tardives exposeraient au risque de mortalité. C'est-à-dire beaucoup de patients qui ont été intubés 48 heures après que l'indication ait été confirmée ont eu des risques d'augmenter la mortalité. Oui, puisque vous parlez de professeurs, je vous propose un peu, on va revenir sur les recommandations de cette étude, mais nous avons interviewé le médecin directeur des cliniques universitaires. On voit un peu sa réaction et puis nous allons revenir pour que vous puissiez nous donner les recommandations. Okay. Attendu que le docteur Boloko Patrick a rempli les conditions précisées par la faculté et que les chefs de service intéressés se sont déclarés satisfaits à tout point de vue scientifique et éthique des prestations du docteur Boloko Patrick, déclarons le docteur Boloko Patrick spécialiste en anesthésie et réanimation avec la mention distinction. En cette période liée à la pandémie du coronavirus, le docteur Patrick Boloko estime que ce travail est d'une importance. Mener cette étude-là, c'est prendre un risque vital. Mais il a pris ses risques, il a eu le courage et il a trouvé des résultats très pertinents, des résultats que nous allons exploiter. Mener cette étude-là, c'est prendre un risque vital. Mais il a pris ses risques, il a eu le courage et il a trouvé des résultats très pertinents, des résultats que nous allons exploiter. Oui, docteur, là, vous venez de voir la réaction du médecin directeur. Votre réaction, c'était une surprise, on a pensé bien vous faire. Oui, comme il a dit, les résultats sont pertinents et sont déjà d'application et il continue à l'appliquer déjà. Alors, on est vraiment presque à la fin de l'émission. Quelles sont les recommandations de cette étude? D'entrée de jeu, je recommanderais au personnel soignant, le médecin, les infirmiers, les corps soignants qui se retrouvent dans les urgences, de bien évaluer les patients à leur admission. Ainsi permettra à ce qu'on puisse bien détecter les facteurs prédictifs du recours à l'intubation déjà à leur admission. Et deuxièmement, de ne pas tarder, si cette indication-là est confirmée, avoir un algorithme de prise en charge, et de formes graves de cette pathologie. Et à l'autorité publique, je recommanderais de continuer à former le médecin, le personnel soignant, et surtout les réanimateurs que nous sommes, nous qui pouvons mieux prendre en charge des pathologies émergentes, et à permettre même à ceux qui sont déjà formés à sortir du pays, aller dans d'autres cieux, afin de pouvoir voir ce qui passe de l'autre côté, afin de les appliquer dans notre pays. À doter des hôpitaux des différents matériels.
Je parle de l'intubation, je parle de la mise sous machine, je parle des examens qu'on doit avoir, les hémogrammes, les ionogrammes, de tout ça. Il faut que tous les hôpitaux, les CTECO que je vois ici, à côté, nous avons Vijana, nous avons Ngaliema, nous avons beaucoup d'autres structures de l'État et privées. Il faut que l'État subventionne et dote à ces hôpitaux de différents matériels afin de bien prendre en charge. Et après, comme vous le savez, je suis défenseur de médecins. Je lancerai juste un vibrant appel aux autorités, aux chefs de l'État, aux chefs du gouvernement, de pouvoir se pencher dans la revendication de médecins. Parce que l'autorité a le devoir de créer des hôpitaux, de construire des hôpitaux, de les équiper, d'engager un personnel qualifié et de bien les rémunérer. Je pense que cela pourra permettre à ce qu'on puisse bien prendre en charge les patients. Merci beaucoup. Le message est bien passé et c'est bien passé aussi à qui des droits. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci au docteur Patrick Boloko. Toutes vos préoccupations, vos questions, vous avez notre numéro. Il va revenir prochainement pour qu'il puisse répondre à vos préoccupations. Merci, docteur Patrick. Il est anesthésiste réanimateur. Il presse dans une des structures hospitalières de la place. Il est le secrétaire exécutif provincial du syndicat national de médecins de la République démocratique du Congo. Merci pour le temps que vous avez accepté de partager avec nous. Nous pensons que c'est au grand intérêt de la population. Merci à toute l'équipe technique dans l'espoir de vous retrouver prochainement et merci beaucoup.